Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire, déjà la fin d'une série de 11 webinaires pour vos besoins en gestion. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « La quincaillerie post-pandémie. Qu'en restera-t-il des règles d'hygiène, de distanciation, etc. » Donc, notre série de webinaires est une initiative du Collège ACMAT et est réalisée aussi grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, comme à l'habitude, je suis votre modératrice, Christelle Cormier, directrice des activités d'animation et de formation à l'ACMAT. Le déroulement du webinaire sera d'une durée d'1 heure, comprenant 2 interventions, et nous ferons un point d'honneur pour terminer à 15 heures. Quelques règles de conduite. Donc, seuls les micros et les caméras des animateurs seront activés pour la durée du webinaire. Vos questions doivent être formulées par écrit dans la boîte conversation ou la boîte chat si vous avez la version anglaise. Et la modératrice, moi-même, posera les questions et au besoin vous fera intervenir pour clarifier votre point. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, à la fin de la présentation, vous en saurez plus sur 3 éléments. Tout d'abord, que nous laissera donc cette pandémie comme changement physique permanent? Comment adapter l'expérience client avec les normes sanitaires? Et finalement, quels bénéfices ajouter grâce aux technologies dans l'aménagement de votre quincaillerie? Sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre premier invité, notre premier expert, M. Étienne Bernier, architecte chez Étienne Bernier Architecture, également chargé de cours à l'École d'architecture de l'Université Laval, ainsi que vice-président d'architecture à Thème+D à Québec. Donc, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui. On peut passer à la prochaine diapositive si possible. On va y aller directement. Design post-COVID 2019, boîte à outils. Très bien. COVID-19, le COVID agit actuellement comme un vecteur de changement, hein, puis on se doute que certains seront assurément durables. Donc, comment repenser de manière pérenne les aménagements pendant et après la pandémie? C'est la question qu'on se pose en tant qu'architecte. On peut passer. Donc, au niveau des enjeux, moi, dans ma pratique, on travaille déjà avec certains quincailliers. Donc, je me suis tourné vers eux avant la présentation pour leur poser des questions. On peut les écouter pour comprendre les enjeux afin que je puisse orienter la présentation sur des éléments qui vont être pertinents. On en a identifié quelques-uns, entre autres la file d'attente. Évidemment, les files d'attente sont très longues. Il n'y a pas de protection pour les commerçants, pour les consommateurs ou peu. Souvent, il n'y a pas de trottoir également. Donc, les gens peuvent attendre directement dans la rue ou directement dans le stationnement, ce qui n'est pas très sécuritaire. Puis, l'attente non plus n'est pas nécessairement rendue intéressante dans le sens où il n'y a pas d'éléments qui sont ajoutés. Puis, on y voit une opportunité d'affaires du point de vue de l'attente. L'allée de circulation, les allées sont très longues, les allées ne sont pas assez larges, il y a des présences d'impasse, il y a des enjeux d'orientation. Puis lorsqu'on adresse ces questions-là aux commerçants, tout de suite, on voit ça un peu comme une montagne, hein, de déplacer des allées complètement, c'est quand même un élément qui est majeur, puis qui demande une réflexion. La question du lavage, donc le lavage des mains, le lavage des chariots, les employés qui sont souvent au front, en première ligne, qui reçoivent les clients, qui vérifient s'ils ont le masque, s'ils se lavent les mains. Les employés, justement, certains sont hyper stressés, ils doivent gérer des clients qui sont souvent agressifs. Donc, dans le cas des quincailliers, j'ai entendu des gens qui tapaient dans les plexiglas des caisses, même des clients qui lichent d'autres clients. Donc, on voit un petit peu de tout. Les espaces de travail qui sont aussi quand même souvent étroits dans les différents départements. On pense à la zone de plomberie et que souvent les employés sont contraints derrière un petit comptoir. Les enjeux de caisse, évidemment, il y a des plexiglas qui se sont ajoutés. Ça vient faire un obstacle au son avec le masque. Hein. Il y a pas, si je commande un 2x6 de 12 pieds puis un 2x10 de 12 pieds avec un masque puis un plexiglas, il y a des bonnes chances qu'il y ait des erreurs. Donc, il y a une augmentation des erreurs dans les commandes. Donc, c'est quand même perçu négativement pour le commerçant et pour le client. Également, les retours. Actuellement, les clients vont, on le sait, quand on a un projet de rénovation en tête, on va à la quincaillerie plusieurs fois dans une même journée. Là, maintenant, les clients, ils vont moins souvent, donc il y a moins de transactions, mais ils effectuent plus d'achats d'un coup. Donc, nécessairement, ils ne veulent pas revenir, ils ne veulent pas refaire la file d'attente pour aller chercher un sac de clous. Donc, ils en achètent plus. Puis après ça, ça occasionne beaucoup de retours. Ces retours-là doivent être en quarantaine, puis ça génère aussi du travail supplémentaire pour les employés. Finalement, des enjeux de signalétique, puis d'adaptation par rapport aux mesures au jour le jour qui changent du gouvernement. Donc, j'ai identifié finalement 4, on va dire, angles d'approche par rapport
des solutions sur les éléments qui pourraient être durables. Dans un premier, ça commence par distribuer la marque, on va en parler plus tard, créer un univers finalement axé sur la sécurité, devenir un gestionnaire du mouvement, puis ultimement, là, créer des espaces qui sont intelligents. Distribuer votre marque. Donc, d'emblée, il faut utiliser une combinaison de médias et de livraison et la livraison pour offrir vos services à distance. Ça va un peu de soi, mais il y a quand même beaucoup de quincailliers dans mes discussions que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de site transactionnel qui affichait l'inventaire, entre autres. Donc, ça me semble être un inévitable. Là, à partir de maintenant, il faut absolument que les sites soient performants. C'est quelque chose qui va être très durable dans le temps. Assurer une forte présence en ligne, donc utiliser là, les médias comme Facebook, Instagram qui sont facilement disponibles, ne pas hésiter à faire des stories sur les médias sociaux. Utiliser des applications pour la livraison, la collecte sur place, s'assurer que l'expérience finalement en ligne, l'expérience numérique se poursuit en magasin. On ne souhaite pas nécessairement que quelqu'un qui achète quelque chose en ligne et qui désire aller le chercher à la quincaillerie, soit tout de suite doit faire la file d'attente finalement. Finalement, concevoir vos aménagements de manière à ce que l'expérience en ligne se poursuive en magasin. Donner le goût d'aller en magasin également, on va y voir un petit peu plus tard. Puis, voilà, ça ressemble à ça. On peut changer de diapo. Distribuer votre marque. Le projet qu'on voit ici, c'est un poste de collecte. C'est un commerce, c'est pour l'alimentation, mais c'est une toute petite boutique. On peut changer la diapositive. Donc, les gens peuvent acheter en ligne ou simplement entrer puis commander directement sur une plateforme numérique pour avoir leurs produits. Puis, ultimement, si on revient d'une diapo, ce qui est intéressant dans ce petit commerce-là, c'est vraiment son rapport à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de file d'attente nécessairement, on rentre directement. Puis, dans le cas d'une quincaillerie, dans nos discussions, on s'est dit, sans doute que pour quelqu'un qui vient faire un retour ou quelqu'un qui a commandé en ligne, de ne pas être obligé de passer par la porte comme tout le monde, mais d'avoir un accès distinct, qui soit accueillant, lumineux. C'est sans doute une bonne piste d'éléments qui pourrait s'implanter facilement. Également, la question de la livraison est claire. Dans le cas des quincailleries, souvent, il nous manque des petits produits. Il nous manque une colle, un scellant, un élément comme ça. On n'en a pas acheté assez. Donc, évidemment, la photo qui est là, c'est en Europe, là, mais on pourrait imaginer facilement là, au Québec un service de quincaillerie, une quincaillerie qui donnerait un service de livraison pour des petits objets. Ce serait assurément quelque chose qui permettrait à sauver du temps. Donc, une personne qui est en rénovation, qui lui manque quelque chose, avec son application, peut tout de suite commander son truc, puis il le reçoit dans quelques minutes ou dans quelques heures, dépendamment. Distribuer votre marque, toujours dans l'idée de poursuivre l'expérience numérique dans la boutique, la borne de commande. Donc, l'idée d'associer des caisses également avec des bornes de commande et des distributrices. On peut passer à la prochaine. Donc, on zoome dans l'image, on voit là, finalement là, que, évidemment, c'est des tendances qui existaient déjà avant le COVID. Hein, les McDo le font, c'est possible d'aller commander sur une borne, mais assurément, c'est quelque chose qui va demeurer et qui risque de prendre de l'ampleur. Il y a un intérêt aussi parce que dans l'application, si on commande une céramique, par exemple, on peut nous suggérer des moulures de transition. Donc, il y a une possibilité de conseil, puis c'est là où toutes les valeurs de l'entreprise peuvent s'implanter. Distribuer votre marque, donc pourquoi pas utiliser des distributeurs intelligents qui pourraient être distribués autour de la quincaillerie, qui pourraient être même près des files d'attente pour des produits de consommation qu'on sait que les gens ont besoin. Parfois, quelqu'un vient juste chercher un élément bien précis. Si on est capable d'identifier quel est cet élément-là, ce serait possible de l'avoir directement à partir d'une distributrice extérieure. On parlait de la présence en ligne et de donner envie d'aller au magasin. La capture d'écran qui est là, c'est sur Instagram. Là, je suis allé sur un site d'un quincailler là, assez connu. Puis, ce qu'on voit finalement, c'est bien, les images sont très bien. Ce sont des sapins, des images là, finalement de déco, d'inspiration. Par contre, ça ne donne pas nécessairement envie d'aller en magasin. Puis, considérant que les gens vont vraiment en acheter énormément en ligne, l'idée peut-être de les ramener en magasin, c'est quelque chose d'assurément positif. Donc, si on passe à la prochaine, on voit là, ici, c'est un restaurant qui est à Québec qui s'appelle Ono Izakaya, qui ont une très, très belle couverture là, sur les médias sociaux. Toutes leurs images proviennent de photos qui ont été prises directement en magasin. Donc, on voit tout de suite l'ambiance, on voit les gens qui travaillent, on voit les produits qui sont faits.
je pense que c'est assurément une bonne piste à développer pour un quincailler d'avoir une approche qui est personnalisée. Donc, nécessairement, on voit la personne qui sort du commerce avec son sapin de Noël plutôt que de montrer un sapin dans un salon. La personne a eu un bon contact. On voit une personne qui conseille une autre sur une drill, par exemple. Puis, il y a moyen de faire des belles images facilement avec un téléphone, puis une personne qui est à l'aise avec ça. Donc, de mon point de vue, c'est sans doute une bonne idée de communiquer de cette manière-là. Finalement, créer un univers axé sur la sécurité. Donc, communiquer la propreté des aménagements afin de remporter la confiance du client. Concevoir des espaces sans compromis sur l'expérience, rendre propre et stérile sans dénaturer la marque. Si on passe à la prochaine. Donc, actuellement, la manière que les entreprises nous rassurent puis nous sécurisent, ça ressemble pas mal à ça dans plusieurs des cas. Donc, c'est un dispositif qui distribue un Purell ou un équivalent sur un petit mât qui nous oblige à un arrêt obligatoire. Maintenant, ce serait sûrement possible c'est possible, puis dans nos réflexions qu'on a actuellement dans un autre groupe de recherche, on adresse certaines considérations, à savoir, est-ce que le poste de lavage de main pourrait devenir un élément qui est permanent, un élément qui est design, un élément aussi qui contribue à l'expérience? Donc, on le sait, là, la première, on n'est même pas entré dans la quincaillerie que tout de suite, le premier contact qu'on a avec l'entreprise, c'est le push-push, puis il y a des push-push de bonne qualité, puis il y en a des moins bons. Donc, si on passe à la prochaine, on y voit assurément une opportunité là, intéressante. C'est un petit détail, mais de pouvoir bien se laver les mains, de peut-être avoir des savons de qualité, même d'avoir une odeur propre à l'entreprise, par exemple. Fait que vraiment, on va à cet endroit-là, puis on est tout de suite en confiance. On sent que le quincailler fait attention à nous, fait attention à notre santé. Assurément, il y a des enjeux de mitaine, hiver et tout ça, mais on pense que le lavage des mains, c'est sans doute quelque chose qui va être pour rester. Une image ici de station de lavage de mains extérieure là, qui est sous des chapiteaux. Si, par exemple, les aménagements dans les plus petites quincailleries, disons les quincailleries sur rue, dans les quartiers, sans doute que ce serait possible d'avoir un poste à l'extérieur, là, abrité, on en parlera un peu plus tard. C'est des images là, que finalement, c'est des images qu'on réfléchit. Devenir un gestionnaire du mouvement, réduire la densité, créer la distance, convaincre les gens de partager leur espace, concevoir des espaces qui facilitent l'orientation de manière claire. Donc, la circulation, on le sait, c'est un enjeu parce que le rayonnage n'est pas tout à fait flexible puis s'adapte assez mal actuellement. Donc, on veut absolument éviter les impasses, éviter les croisements. Puis, pour ce faire, il faut se donner une forme de flexibilité dans nos aménagements pour que ça soit facile à faire. C'est assurément un casse-tête, on peut revenir à l'arrière. Bon, c'est pas grave. Sans doute, c'est un casse-tête actuellement. Augmenter les circulations, c'est tout de suite synonyme de réduction de la marchandise en magasin, donc d'une baisse du chiffre d'affaires. C'est assurément un des avantages pour le commerçant. Donc, comment est-ce qu'on peut prioriser la sécurité sans compromettre la rentabilité d'une certaine manière? On va le voir un peu plus tard. Puis, du point de vue de la signalisation, comment on peut optimiser et faciliter l'orientation en magasin? Actuellement, l'expérience, on va dire, de magasinage dans une quincaillerie ressemble quand même un peu à une expérience d'entrepôt. Souvent, on a beaucoup de produits dans les parties hautes. On peut aussi, là, disons, récupérer une drill, puis finalement, on part avec la boîte directement, on la met dans notre panier. Puis, si on passe à la prochaine, du point de vue des entrepôts, dans les dernières années, il y a quand même eu beaucoup d'innovations. Les entrepôts automatisés existent de plus en plus. On appelle ça des ASRS. Puis, ces technologies-là se démocratisent, se deviennent de plus en plus accessibles. Donc, on pressent sans doute qu'il va y avoir une forme d'automatisation dans la gestion des entrepôts, puis que cette automatisation-là pourrait avoir un impact dans les aménagements intérieurs des commerces. Donc, si on passe à la prochaine, certains exemples ici, c'est du mobilier qui ressemble curieusement à un étalage qui peut être sur des rails. Ces rails-là peuvent se glisser. Évidemment, ce sont des idées là, qui sont quand même audacieuses d'une certaine manière, mais qui ne sont pas nécessairement si déconnectées ça. Donc, on pourrait imaginer un étalage amovible sur rail de manière à donner une flexibilité aux aménagements. Évidemment, c'est la question de la pandémie qui nous oblige à penser à ça, mais assurément, de pouvoir nous permettre de jouer avec l'aménagement dans les quincailleries de manière simple, de manière à renouveler l'expérience pour le commerçant et pour le consommateur, ça semble être quelque chose de positif. Donc, on pourrait imaginer une boutique ou un aménagement qui se modifie dans le temps en fonction des saisons ou en fonction des produits. Ici, c'est une image très, on va dire,
Audacieuse, encore une fois, c'est une collaboration entre un artiste et un designer. C'est une boutique dans laquelle il y a beaucoup de poulies et de systèmes, de contrepoids. Puis, évidemment, il y avait un désir d'illustrer ces systèmes-là. Donc, pour le commerçant, c'est facile de venir modifier les aménagements, les dispositions et la présentation du produit à l'aide comme d'un système de mécano, finalement, qui s'articule un peu là, de manière différente. Évidemment, si on passe à la prochaine, il y a un petit côté très quincaillerie derrière ça. On voit les poulies, on voit les fils. Moi, c'est quelque chose que je trouve quand même intéressant. Puis, finalement, c'est pour dire que l'étalage, si on passe à la prochaine encore une fois, c'est pas évident d'aller comme ça. Finalement, dans les quincailleries, souvent, on a beaucoup, beaucoup de hauteur. Si on considère qu'on doit élargir les allées, si on ne veut pas là, réduire la quantité de produits qu'on peut avoir, l'utilisation de cette hauteur-là et d'une forme de mécanisation pourrait être une piste intéressante là, d'aménagement à faire. Puis, nécessairement, cette chose-là peut être vue comme quelque chose de fantastique. Tu sais, je voyais les images tout à l'heure de l'entreposage mécanisé. Moi, si je m'imagine comme un petit garçon qui voit ça aller puis qui voit les éléments qui bougent automatiquement, nécessairement, je vis quelque chose de fantastique. Donc, ça peut être perçu comme une expérience extrêmement positive et avant-gardiste. Après ça, devenir un gestionnaire du mouvement signalétique. Actuellement, on est sollicité, on reçoit beaucoup, beaucoup de messages. On a des messages là, qui nous orientent dans la boutique. On a des messages qui nous parlent des produits. On a des messages qui nous donnent les valeurs de l'entreprise. On a des messages également qui nous parlent des promotions. Donc, assurément, ça devient très, très confondant là, pour un client de naviguer. En plus, si on ajoute à ça des sens uniques, puis ça devient comme juste impossible à gérer. Si on passe à la prochaine, c'est une image d'un Walmart là, qui est quand même un magasin là, avec beaucoup, beaucoup de produits. Puis, ils ont fait un ménage finalement de la signalétique. Là. Ils ont une signalétique qui est minimale. On met uniquement la signalétique qui est en lien avec ce qu'on cherche. On vient vraiment épurer le langage de manière à ce que ce soit simple et rapide de s'orienter dans le magasin. En lien avec ça, c'est une signalétique de IKEA qui s'inspire des systèmes de transport, donc les aéroports, les métros, les autobus. Vous voyez là, finalement qu'il y a un parcours qui est illustré avec des bulles. On sait qu'on va passer de la station cuisine, puis qu'après ça, on va aller à la station des chaises. Puis en pointillé plus bas, on voit qu'il y a des raccourcis qui sont possibles pour finalement franchir toutes les zones puis aller vers l'autre. Donc, assurément, de développer une signalétique vraiment claire et intuitive peut être une bonne piste afin de minimiser les risques de conflits dans les aménagements, puis aussi, d'une certaine manière, faciliter l'orientation. En lien avec ça, l'utilisation de plans schématiques qui peuvent être disposés à l'entrée ou même dans les files d'attente pourrait être une bonne piste, pour résoudre des problèmes de manière très simple. C'est encore ici une image d'un IKEA. Donc, on imagine facilement là, que si on sait qu'on vient chercher une toilette, on n'aura pas besoin de se promener partout dans la quincaillerie pour aller chercher notre toilette au départ. Maintenant, il existe aussi des systèmes de micro-localisation. C'est possible, à l'aide d'une application, de générer un itinéraire directement dans le commerce. Pour nous, ça semble être une piste vraiment intéressante. Donc, les gens, on sait que 90% environ des personnes utilisent leur téléphone lorsqu'ils sont en magasin. Ils sont devant un frigidaire, puis ils sont en train de regarder sur leur téléphone si un compétiteur n'a pas le même frigidaire moins cher. Ou regardent les reviews afin de savoir si c'est vraiment un bon produit, puis si vraiment le solde qui est affiché est intéressant. Donc, les gens ont déjà cette forme de facilité-là avec les technologies. Donc, nous, on proposerait d'avoir un système de localisation qui permet au client de, disons, rentrer sa liste d'éléments. L'application génère un parcours dans le magasin. Puis, à partir de ce parcours-là, le parcours est optimisé afin d'éviter les impasses, d'optimiser ça peut générer de l'information qui est pertinente pour vous en tant que commerçant, afin de savoir où est-ce que les gens passent le plus souvent, où est-ce que c'est plus stratégique de mettre des promotions. Donc, on parle finalement de ça, on est en train de parler de créer des espaces qui sont intelligents. Donc, ça existe déjà, mais assurément, c'est une tendance qui va être appelée à prendre de l'expansion suite au COVID. Donc, peut-être l'idée d'amener des capteurs dans le bâtiment à certains endroits pour nous aider à comprendre où est-ce que les gens sont dans le magasin, ce qu'ils font, combien de temps ils passent devant un certain étalage. Concevoir des systèmes qui vont encourager finalement des comportements sains et sécuritaires.
sans aucun doute que l'un des prochains challenges va être d'être absolument transparent dans cette information-là afin que le client sache qu'est-ce qui est fait de cette information-là. Ça pose aussi la question des caisses intelligentes, des caisses libre-service, des caisses sans contact. C'est des éléments qui existent déjà, mais qui vont assurément là, prendre de l'ampleur aussi. Lorsqu'on adresse la question de la caisse libre-service, tout de suite, on se dit « Ah non, nous, dans notre entreprise, c'est important le contact humain, puis on veut absolument que le client ait une discussion avec une personne avant de partir. » Mais d'une autre manière de penser, si on a moins de caissiers, peut-être qu'on conserve ces gens-là et qu'on les met sur le plancher, puis que ces gens-là deviennent finalement des genres de collaborateurs afin de nous aider à naviguer dans la quincaillerie. Assurément, vous avez vécu moi, ça m'arrive souvent, lorsque je vais en quincaillerie, je cherche un produit bien spécifique, puis de trouver la personne qui peut m'aider ou me dire qu'est-ce que je dois prendre pour peinturer telle surface. Il n'y en a pas beaucoup des gens sur le plancher, donc où ils sont très occupés. Donc, je pense que ça peut être une bonne option d'en ajouter un petit peu plus. Puis finalement, d'enlever peut-être certains conseillers, certains caissiers. Donc, avoir du personnel ou des technologies qui nous informent, entre autres des délais dans les files d'attente, qui nous proposent des alternatives. On imagine que si on fait la file d'attente, une personne peut passer, venir nous voir de temps en temps et dire hey, « Excusez, est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour des retours? Ah, parfait, suivez-moi, venez ici. » Donc, tout de suite, on sent qu'on est pris en charge puis qu'il y a une forme d'aide qui nous est fournie en lien avec ça. Je termine rapidement avec quelques projets sur lesquels on a travaillé dernièrement. La quincaillerie Lormat, qui est à Sept-Îles, on a revu l'image de marque, puis on a fait un design aussi pour l'architecture du bâtiment. On a fait ça avant le COVID, puis en regardant cette esquisse-là, tout de suite, je me suis dit, finalement, c'est quand même bien adapté pour la situation actuelle. Dans l'aménagement, on a prévu une genre de grande toiture et une vitrine également qui est encadrée en rouge. Cette grande toiture-là nous permet finalement d'attendre quand même à l'abri du soleil, à l'abri des intempéries. Puis l'ajout de la vitrine nous permet aussi de voir le produit, peut-être d'avoir une attente qui est un petit peu plus bonifiée. Puis, un autre exemple d'une quincaillerie qu'on a travaillé dernièrement, on peut changer la diapo. Les quincailleries Les Tourneaux qui sont dans les cantons de l'Est, on a revu toute l'image de marque et au niveau de l'architecture également, on peut passer à la prochaine. On a revu le design des façades de manière à les rendre très, très lumineuses. Puis c'est dans la prochaine diapositive. On voit tout de suite, là, c'est pas très bien parce que c'est écrit tout petit, là, mais on voit qu'à gauche, c'est l'entrée des clients et à droite, c'est l'entrée des entrepreneurs. Et ultimement, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne orientation à avoir pour les futures quincailleries, d'avoir le comptoir des retours ou bien la zone pour les collectes pour emporter. Puis de l'autre côté, on a la clientèle. C'est des choses qui existent déjà dans plusieurs quincailleries, là, puis qui sont assurément là, faciles à mettre en place. On termine avec une image du coronavirus. C'est simplement pour vous dire que le design existe partout. Cette image-là, ce n'est pas le vrai coronavirus. Ça a été modélisé et designé par des designers graphiques. Ça a été aussi organisé de manière à nous alarmer. Hein? On le regarde, puis on sent qu'il y a quelque chose quasiment qui explose. On sent qu'il y a quelque chose qui nous dit que hey, ça existe. On a mis un visage au virus. Si on passe à la prochaine image, dans la vraie vie, le virus, il ressemble à ça. C'est la meilleure image du coronavirus qu'on a. Donc, c'est simplement pour vous dire que il y a vraiment, le design ajoute un élément de compréhension, puis c'est pas nécessairement ça permet aux gens finalement de s'entendre sur une direction à suivre. Là. Mais voilà, j'espère que j'ai été clair. Je te passe la parole, Michel. Oui, en fait, merci, M. Bernier. Avant de passer la parole à notre prochain intervenant, on a quelques questions de nos participants. Donc, tout d'abord, une question de M. Nicolas Simon. Donc, ne pensez-vous pas qu'une fois que la pandémie est derrière nous, le naturel va revenir au galop et qu'on fera go de toutes ces bonnes intentions de lavage de mains? C'est une excellente question qu'on se pose. J'ai pas de boule de cristal, on ne le sait pas, mais on est quand même d'avis que le lavage des mains risque de rester là, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une bonne habitude à avoir, hein, c'est contre le coronavirus, mais contre un paquet d'autres virus, si on veut, ou d'autres maladies.
Ça n'a jamais été négatif de se laver les mains, donc pourquoi pas se les laver en entrant dans un commerce. Puis, c'est déjà des éléments qui étaient en place quand on regarde dans l'histoire, quand on va dans une mosquée, quand on va au Japon, dans une mosquée, on doit enlever ses souliers, puis enlever pas enlever ses mains, mais enlever ses mitaines, puis finalement se laver les mains avant de rentrer là-dedans. Mais il y avait assurément une considération d'hygiène, là, puis de sécurité puis de santé derrière ça. Lorsqu'on va au Japon et qu'on rentre dans un restaurant, ben, on nous remet souvent une serviette qui est chaude, on peut se laver les mains, on peut se laver le visage. Évidemment, c'est super agréable comme expérience. Puis, c'est donc bien le fun de savoir qu'on s'est lavé les mains avant d'aller manger parce qu'on ne sait pas ce que la personne avant avait touché. En tout cas, je pense que c'est là pour rester. Tout à fait. Merci beaucoup. Une autre question, cette fois-ci, une question quiz pour vous, un peu surprise. Et j'invite aussi nos participants à y penser et répondre dans leur tête également. Donc, comment percevoir la station de lavage des mains? A. Un mal nécessaire qui va disparaître avec la pandémie. B. Un potentiel de valeur ajoutée à l'expérience si la station et le savon sont de qualité. B. Je crois que c'est la bonne réponse. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. On va passer présentement à notre deuxième intervenant d'aujourd'hui pour le webinaire. Donc, j'invite M. Michel Lauzon à prendre la parole. M. Lauzon est président fondateur chez Lab. Il est aussi architecte. Il possède une maîtrise en gestion de projet. Il est aussi ex-dirigeant chez Edifica, Lemay et Nodmab. Donc, à vous la parole, M. Lauzon. Bonjour à tous les participants. Bonjour. Merci à l'équipe de l'ACMAT. Merci, Christelle, pour l'introduction. Merci à tout le monde qui aide la présentation d'aujourd'hui. Merci à Étienne pour une très belle présentation. Tu as dévoilé tous les punchs, là, donc mon travail devrait être facile maintenant, Étienne. Christelle? Dans l'architecture, ça va être super. Super. Donc, à vous aussi, M. Lauzon, je vais passer la même consigne que j'ai donnée à M. Bernier. Le petit pouce ou le petit doigt dans les airs pour changer. Super. Donc, quand on conçoit les commerces, avant la pandémie, on avait une préoccupation beaucoup pour la densité et pour l'expérience client. Donc, la densité, c'est la quantité de matériel ou de fournitures qu'on peut mettre sur le plancher, évidemment. Puis l'expérience client, on essaie de concilier les deux, comme vous le savez. Là, il y a une nouvelle considération qui s'est ajoutée, qui est celle de la sécurité, donc qui est aussi obligatoire. Donc, il faut absolument essayer d'assurer la distanciation sociale entre les consommateurs. Donc, ça vient changer un peu l'aménagement, puis ça vient impacter. Mais on pense qu'il y a certains éléments de la sécurité qui vont transiter de façon permanente dans les aménagements par la suite. C'est de ça qu'on va parler dans les prochaines diapos. On a remarqué aussi, quand on conçoit des commerces ou des espaces, on essaie de créer différentes couches pour les usagers. On veut assurer évidemment la sécurité, on veut assurer le fait que c'est un espace fonctionnel, qu'on réussit à mettre tout ce qu'on a de besoin dans le magasin, que les circulations se passent bien, mais on essaie aussi comme concepteur, architecte, de rendre ça un peu plus ergonomique, de rendre ça plus facile à se retrouver, d'avoir un meilleur repérage, d'éviter les conflits. Mais on essaye aussi, dans plusieurs types de commerce, d'établir une relation avec le consommateur, donc avoir un espace qui rend le détaillant sympathique, qui permet aux employés aussi de bien évoluer dans l'espace. Donc là, on parle du rapport émotionnel qu'on essaie de créer. Idéalement, on essaye aussi d'avoir un ou plusieurs éléments qui réussissent à créer une relation peut-être plus forte avec la marque ou avec le consommateur, ce qu'on appelle la transformation. On va vous montrer quelques exemples dans les prochaines diapos. Donc, on a, entre autres, comme vous le voyez, on peut peut-être enlever le titre, Christelle, peut-être si on clique. Oui, voilà. Donc, le parcours usager a été impacté, comme vous le savez, par la pandémie, puis ça a changé, entre autres, les séquences. Le lavage de main est un exemple. Il a fallu introduire une nouvelle étape dans un parcours client. Puis ça a impacté toute la séquence. L'aménagement aussi est impacté. Là, ici, on voit un aménagement typique, que ce soit d'une épicerie, que ce soit un quincaillier. On voit cet aménagement-là partout. Il peut varier, il y a plein de variantes, mais évidemment, c'est l'aménagement typique avec des rangées, avec une entrée. Habituellement, on commence à droite. On encourage les gens à aller à droite parce que de toute façon, les 2 tiers des personnes ont tendance à aller à droite ou à regarder à droite
et seulement un tiers à regarder à gauche. Donc, ce qu'on appelle le power wall, finalement, est toujours à droite, les articles en spéciaux, les articles qu'on veut faire la promotion. On va voir comment cet aménagement-là ici peut être impacté par la pandémie et pour la suite des choses. On prend un exemple ici typique d'un magasin typique. Ça pourrait être une épicerie, ça peut être une quincaillerie de grandeur moyenne, une grande surface. Donc, on voit ici les enjeux. On va voir quelques photos aussi dans les prochaines diapos. Étienne en a mentionné aussi, mais quelques enjeux, entre autres les filets d'attente. On va vouloir respecter aussi le diamètre de 2 mètres de chaque personne, éviter que les gens se croisent. Dans les épiceries, il y a eu des tentatives dans les derniers 6 mois, comme vous le savez, de faire des circulations à sens unique. Une circulation que ce n'est pas tellement concluant, finalement, que les gens ne respectent pas vraiment les circulations à sens unique. Donc, ça, c'est plus ou moins un échec, on pourrait dire, sur le fait de suivre la direction. Et il y a un enjeu, entre autres, dans les quincailleries, comme on va voir devant les caisses avec les circulations. Donc là, les files d'attente pour les caisses avec la distanciation viennent en conflit avec la circulation principale à l'entrée. Donc, on va voir comment on peut adresser ces choses. On voit ici une photo, puis je veux juste tenir à préciser que je ne vais pas nécessairement nommer l'emplacement de cette quincaillerie, puis je n'ai rien contre la marque de cette quincaillerie. C'est simplement pour illustrer certains points, puis c'est une étude de cas d'une superficie, une grande surface typique. Donc, on voit ici dans la diapo, on voit ici les conflits qu'il peut y avoir entre les aires d'attente pour les caisses avec la circulation principale. Donc, un encombrement de ces circulations. On va passer au prochain. Ce qu'on peut proposer, par exemple, pour améliorer, là, on va voir l'étude de cas, mais dans le fond, une des choses qu'on propose, c'est d'emblée de réduire, finalement, de réduire la longueur de certaines allées pour pouvoir avoir une circulation plus généreuse. Une chose aussi qu'on constate, c'est que, bon, les quincailleries sont un espace peut-être assez utilitaire dans la façon qu'ils ont été conçus. Elles sont fonctionnelles, sont très utilitaires, mais avez-vous déjà remarqué qu'il n'y a nulle part où s'asseoir dans une quincaillerie quand quelqu'un est fatigué, une personne âgée ou un enfant? Il n'y a jamais nulle part où s'asseoir. Une des idées, entre autres, c'est de dire si on élargit cette circulation-là, en plus d'être fonctionnelle, mais post-pandémie, peut-être que ça crée un espace qui est un peu plus qui permet à des gens qui voudraient se reposer ou qui permet d'avoir un peu plus d'espace, permet de faire des choses avec cet espace finalement. Et on va voir comment on peut relocaliser les displays, le merchandising, comme on peut dire. Mais on pense que c'est une idée qui pourra avoir, en plus d'aider pendant la pandémie, mais aider par la suite. Prochain. On vous montre ici un exemple. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le vêtement, entre autres, ou dans les lunettes, dans la mode, dans différents secteurs du commerce du détail. Je n'ai pas encore fait de quincaillerie, mais je trouve intéressant des fois de prendre des typologies, d'autres typologies, puis de les amener dans un autre, comme dans la quincaillerie, puis voir qu'est-ce qui est applicable. Ici, c'est une boutique Adidas en Chine. Puis encore une fois, c'est un design qui a été fait pré-pandémie, mais dans le fond, on réalise aujourd'hui qu'elle est très performante, puis les commerces sont rouverts en Chine. Puis on voit que les boutiques qu'on a faites pour Adidas sont très performantes. Dans le fond, il y a beaucoup d'espace. C'est très généreux. On voit tout de suite dans le fond du magasin, c'est bien éclairé. Les circulations sont larges, permettent aux gens de se croiser. La signalétique est au minimum, mais est intégrée dans l'espace, fait qu'on ne se retrouve pas avec une cacophonie de plein de messages. Puis il y a même de l'identité aussi, puis c'est peut-être une piste aussi pour les quincailleries qui est associée directement avec l'emplacement. Dans ce cas-ci, c'est Chongqing, mais on voit que c'est personnalisé pour la ville, que ce soit Montréal ou Chongqing. Prochaine. Un autre constat, bon, par rapport à la signalétique, on vient d'en parler. Ici, c'est un exemple, on voit bien ici d'une quincaillerie typique. Quand on regarde l'ensemble des informations, il y a énormément d'informations. Puis ce qu'on a constaté, Étienne et moi, dans notre groupe, où on réfléchit avec des experts sur les impacts de la pandémie, c'est qu'il y a un tiers des usagers qui n'arrivent pas à lire les messages, ou bien parce qu'ils ne comprennent pas la langue. Dans la région de Montréal, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le français. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont des enjeux cognitifs où il y a trop d'informations puis ils ne peuvent pas l'assimiler. Donc, ça crée une barrière finalement, puis une barrière qui est à l'entrée. Donc, peut-être qu'il y a un potentiel ici d'harmonisation dans le futur puis de rendre ça plus intégré. On continue. Donc, vous voyez ici des exemples de signalétique qui est plus intuitive, plus des pictogrammes, plus visuels, pas seulement à terre, mais aussi sur les murs, dans l'espace, à la verticale.
Donc, on pense que ça, c'est une tendance, que ce soit dans la quincaillerie, dans le commerce de détail, même dans le bureau, il va y avoir une signalétique à l'avenir qui va être davantage intuitive, plus facile à comprendre plus rapidement. Prochaine. Oui, pour les prochaines aussi, je vous invite juste le petit pouce, comme on a dit, dans les airs. Comme ça va être plus simple. Merci. Donc, une autre idée qu'on pense qu'il y a du potentiel, puis qui existe dans certains quincailleries, mais qu'on pense qu'il pourrait être exploité davantage, c'est, en anglais, on appellerait ça un launching pad ou un espace expérientiel. Là, ici, je l'appelle l'agora expérientiel. Je pense qu'il y a un très fort potentiel dans la quincaillerie, évidemment, d'essayer les outils, puis d'avoir une expérience, puis d'avoir de la formation, puis avoir de l'apprentissage sur des outils, parce que, bon, c'est complexe à utiliser des espaces. Donc, d'avoir une zone aussi en même temps au niveau fonctionnel qui permet d'accueillir ce surplus de personnes à l'entrée et ensuite de leur permettre de s'orienter, de se déplacer dans le magasin. Donc, pas tout de suite rentrer dans le rayonnage, mais d'avoir un aménagement qui est peut-être un peu plus au centre, puis ensuite, on se déplace. Je vais vous montrer un exemple dans une autre catégorie de détails. Vous allez voir. Donc, encore une fois, une boutique Adidas. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand on rentre, il y a une zone expérientielle qui est une zone de formation, qui est une zone pour se familiariser avec la marque, évidemment. C'est une zone où les gens peuvent s'asseoir, peuvent prendre un café, peuvent regarder une projection. Donc, c'est un espace qui a plusieurs fonctions. Et en même temps, il y a une autre idée ici qui est d'utiliser la verticale. Dans la quincaillerie, qui est un espace assez haut, il y aurait de l'espace pour une mezzanine. Il y aurait de l'espace peut-être pour une mezzanine expérientielle. Donc, on pense que ça pourrait être une idée qui a du potentiel dans la quincaillerie. La prochaine. Donc, vous voyez ici la vue du bas. Donc, qui combine aussi, encore une fois, une boutique qui a été faite pré-pandémie, mais qui combine... Oh, on a perdu la diapo. Mais qui combine certains éléments, les surfaces qui sont faciles à nettoyer. Bon, ben, je pense que vous comprenez l'idée. L'extérieur maintenant. Donc, on voit ici que, bon, cet hiver, ça va être un hiver qui va être long, ça va être pénible, on le sait tout, et il va y avoir beaucoup de monde qui vont passer du temps dehors. Donc, un des déficits qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace extérieur qui permet de faire face aux intempéries et au froid. Donc, prochain. On va vous montrer, on va regarder comment on peut adresser ça. Donc, on est en train d'étudier dans notre cadre d'un autre groupe de recherche, Étienne et moi, des solutions pour l'extérieur, dont les solutions temporaires, des abris pour les files d'attente qui peuvent être disposés et démontés facilement, et aussi des concepts qui sont basés, entre autres, sur l'usage de containers qui pourraient être chauffés, qui pourraient être aménagés pour compenser pour l'espace, pour permettre d'avoir des haltes et des oasis de chaleur durant l'hiver, qui pourraient être utilisés aussi pour faire de la promotion de matériel ou pour essayer des choses, mais principalement, c'est pour l'ergonomie et le confort. Donc, on pense à pour occuper une place de stationnement. Il y a beaucoup d'espace souvent devant les aires des grandes surfaces. Donc, on pense que c'est une idée qui a du potentiel pour pouvoir aider à affronter. Puis, par le futur, peut-être que l'utilisation de l'espace extérieur va être que la boutique vienne ou que le magasin vienne sur l'extérieur faire la promotion de certains éléments. Peut-être que ça ajoute un aspect qui est manquant en ce moment dans les commerces. La prochaine. Donc, aussi, on voit quelques exemples d'occupation de l'espace, bon, de containers, entre autres, qui sont utilisés pour pouvoir aménager ces espaces. Aussi, certains espaces dans l'occupation de l'espace qui ne sont peut-être pas utilisés de façon optimale. Ici, on voit une séquence d'entrée. Donc, ce sas puis le vestibule d'entrée, on a remarqué dans différents commerces, entre autres dans les quincailleries, pourraient être utilisés pour faire les files d'attente. Et mettre les carrosses dehors, peut-être, garder les gens à l'intérieur. Passons à la prochaine. Puis on va voir où. Merci. Donc, on remarque plusieurs commerces, on peut voir que la séquence d'entrée, séquence de sortie partagent un même vestibule. Des fois, l'espace pour la sortie est aussi grand que l'espace pour l'entrée. En réalité, on a besoin de beaucoup plus d'espace à l'entrée. L'espace à la sortie peut être vraiment minimisé, pourrait même être déplacé ici à l'entrée des entrepreneurs ou pourrait être combiné d'une certaine façon. Et peut-être que l'espace d'entrée pourrait être utilisé pour faire les files d'attente durant l'hiver. Donc, on pense que c'est une solution qui peut-être serait facile à implanter pour certains quincailleries si l'aménagement le permet. Prochaine.
Une autre chose qu'on trouve qui serait une idée, Étienne en a parlé, c'est-à-dire d'avoir le retour plutôt que de faire transiter les gens à l'intérieur du magasin puis attendre en file pour faire des retours. On pense que peut-être des bornes ou des accès, comme finalement une bibliothèque où on va porter le livre après les heures de la bibliothèque puis on le glisse dans un tiroir. On pense qu'un service pourrait exister comme ça pour le retour. Comme ça ne viendrait pas encombrer le reste de la quincaillerie. Donc, il serait directement accessible sur l'extérieur. L'espace est disponible. Puis on pense que c'est quelque chose qui éventuellement pourrait devenir permanent, de séparer ces choses-là finalement. Merci. Prochain. L'autre chose, on en a parlé, Étienne nous a montré des très beaux exemples de magasins. Donc, la faible visibilité des intérieurs. Au niveau de la pandémie, ce qu'on voit, c'est que les gens n'aiment pas rentrer dans des espaces où ils ne voient pas finalement dans le fond, puis qui trouvent que peut-être qu'il y a trop de monde. Les gens vont hésiter à rentrer, puis ça devient un frein. Fait que ce qu'on va vouloir, c'est avoir peut-être plus de visibilité sur les intérieurs à certains endroits. Si on vous montre, bon, encore une boutique Adidas sur laquelle j'ai travaillé en Chine, mais on voit ici une grande transparence, puis on voit à l'intérieur. Ça donne un sentiment de sécurité. On voit aussi s'il y a beaucoup de gens dans la boutique. Parfait. L'autre, ça, c'est une vue sur rue, mais l'autre, c'est une vue sur intérieur. Donc, on voit ici, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est dégagé. Ah, donc, je peux y aller. Puis on pense que ça, c'est une tendance qui pourrait être importée dans la quincaillerie, puis qui pourrait être durable post-pandémie. Puis je pense que ce serait une amélioration. Bon, il y a des coûts associés à ça, mais on peut décider de les mettre à certains endroits spécifiques, dont l'entrée. Les aménagements sont souvent faits sur les bonnes pratiques où on imite ce que d'autres aménagements font, ce qu'on appelle empirique, donc les règles du pouce, tout ça. Donc, mais on voit des fois que les règles du pouce peuvent être mal interprétées ou là, finalement, il y a toutes sortes d'aménagements qui ne sont pas vraiment appuyés sur des faits ou sur des données. Ce qu'on propose dans les aménagements, on va passer à la prochaine diapo, c'est d'informer ça avec du data. Ça, c'est une tendance très forte dans tout l'aménagement du commerce au détail. Entre autres, ici, on voit la boutique Amazon Go, qui est vraiment complètement informée par le data, mais il y a des façons de l'importer de façon plus facile, puis je vais vous montrer dans les deux diapos qu'est-ce qu'on peut faire. Pour certaines chaînes, puis là, je vais encourager à transiter entre les deux diapos, ce qu'on fait, c'est du prototypage AB. Prototypage AB, on fait ça pour les sites web, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un type d'aménagement dans un emplacement, dans une ville, puis on va essayer un autre type alternatif dans une autre ville qui est similaire, qui s'adresse à des populations similaires, puis là, on va comparer les résultats. McDonald's a fait ça depuis des années, donc ce n'est pas tellement utilisé dans les autres types de magasins, mais dans le vêtement, c'est quelque chose qui est émergent. Puis on teste des aménagements, puis ensuite, on voit celui qui performe le plus avec les ventes au pied carré. Puis finalement, on implante la pratique qui fonctionne le mieux. Donc, ceux qui ont des chaînes ou qui ont plusieurs commerces peuvent implanter ce type d'approche. Un autre type d'approche sur lequel mon équipe chez Lab, on travaille, c'est, ça, je vous donne un exemple ici qui est d'aménagement urbain, qui n'est pas de Lab, mais qui est de Sidewalk Labs, qui est une filiale de Google, qui a développé un outil informatique pour optimiser l'aménagement urbain. J'utilise cet exemple-là parce que dans le fond, ce qu'on peut faire à l'intérieur des magasins, puisqu'on est en train de regarder, c'est d'avoir des algorithmes qui nous aident finalement à faire les aménagements les plus optimaux. Puis ça nous permet de tester des centaines d'alternatives de disposition de plans et finalement de choisir la disposition de plan qui performe le mieux. Donc, c'est une approche qui est, comme on dit, animée par le data, qui permet ultimement de prendre des meilleures décisions ancrées sur des faits et des données. C'est émergent, je dirais, dans le domaine du commerce du détail. Dernier point, on va finir avec ça, certains événements qui sont très utilitaires. Donc, passez au prochain, Christelle. Donc, on pense que les aménagements, bon, je vous montre un exemple du projet de renouveau du marché central, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé et dirigé. Donc, un environnement plus piéton, plus vert. On pense que ça, c'est une tendance pré-pandémie. Ça va être une tendance post-pandémie aussi. C'est une tendance de fond. Donc, ça va continuer. Dernier point, certaines tendances post-pandémie. Puis là, je vais vous montrer des choses qui se font dans le monde. On passe au prochain. L'altruisme, donc il y a beaucoup dans même Walmart le fait, donc une boutique, pas une boutique, mais un magasin Walmart sur lequel j'ai travaillé au marché central, on a des serres sur le toit.
Donc, ça va être les plus grandes SAS sur Montréal. Donc, on discute dans notre groupe de réflexion COVID Design où on a vu plusieurs exemples de maillage entre des entreprises qu'on a vu, entre autres en Europe. C'est plus populaire d'avoir une boulangerie qui finalement vend du pain dans une pharmacie ou d'avoir certaines stations ou qu'on appelle dans le langage du shop and shop. Dans le cas de la quincaillerie, je n'ai pas poussé la réflexion, mais peut-être que justement, on en a vu, il y en existe. Là, il y a des AEW qui sont dans des Home Depot, par exemple. Ça, c'est un exemple de shop and shop, mais peut-être que ce concept-là pourrait être poussé davantage. Il faudrait réfléchir sur les types d'alliances, surtout à partir, je pense, de l'expérience usagée, puis de ce que les usagers ont besoin, finalement, comme besoin complémentaire quand ils font une visite. Mais oui, c'est un excellent point. Merci beaucoup. En fait, j'ai une autre question aussi de la part de nos participants. Une question qui a été posée tout à l'heure, que je crois qu'un intervenant a répondu, mais pour la connaissance de tous, j'aimerais y revenir. C'est une question de M. Sylvain Vigouette. Donc, est-ce un risque de construire ou rénover nos quincailleries en fonction de la distanciation sociale, comme dans l'exemple un peu dans les nouveaux concepts dans les cantons de l'Est? Ben, c'est ça, j'avais pris le temps de répondre au début, c'est au début de ta présentation, Michel. Puis le projet, entre autres, de la quincaillerie Les Tourneaux a été pensé bien avant la pandémie, bien avant ces enjeux-là. C'est un enjeu vraiment il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis l'entrepreneur n'a pas envie nécessairement d'attendre à la caisse une cliente qui, elle, n'est pas certaine encore de ce qu'elle veut. L'entrepreneur, il veut que ça roule. Donc, de segmenter ça, ben, déjà, c'était déjà prévu avant la pandémie, mais assurément, je pense que c'est un élément qui est positif, là, qui peut rester pandémie ou pas. Parfait. Une autre question pour vous. Vous avez parlé de design supporté par les data, mais à quel genre de données référez-vous surtout? OK. Dans le test du AB, ben là, c'est tout simplement d'aller chercher les faits sur les deux emplacements qui sont différents. Fait que ça, c'est relativement facile. Dans le cas des données, c'est une question d'avoir la densité de produits par pied carré. Donc, il y a ça. Puis, par rapport à l'espace. Finalement, c'est un rapport de la configuration puis du nombre, finalement, d'objets dans l'espace avec la surface. Puis là, ensuite, il y a une corrélation puis une projection qui se fait sur les ventes au pied carré. Donc là, on peut bien nourrir avec des ventes qu'on teste en prototypage, comme je dis, par des tests AB, ou on peut faire des projections de ventes selon les différents emplacements, selon des données historiques. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre question. À vous de savoir lequel des mieux est mieux situé pour y répondre. Donc, c'est une question de M. Dominique Bélanger. Dans le cas où les commerces avec accès sur rue, les villes devraient-ils montrer plus d'ouverture sur la présence de zones d'attente dans une zone publique? Ben, c'est un peu... Étienne, c'est une question qui nous a beaucoup interpellés. Ben, c'est assurément quelque chose... Je pense que cet élément-là est discuté actuellement. Cet élément-là, les villes démontrent beaucoup d'ouverture aussi par rapport à ça. À mon avis, c'est une question de temps avant que ça se mette en place. Donc, on espère que pour eux, évidemment, que ça va être assez rapide. Donc, merci beaucoup à nos deux intervenants. Donc, je remercie évidemment M. Bernier et M. Lauzon d'avoir participé à ce tout dernier webinaire de l'année 2020. Donc, merci à tous. Si jamais les participants ont d'autres questions, donc des questions qui leur viennent en tête, vous pourrez évidemment nous contacter. Nous ferons parvenir les questions à nos deux experts du webinaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne année 2020. En fait, on arrive déjà à la fin et j'espère vous compter tous parmi nous à titre de participants pour nos prochains webinaires qui débuteront en 2021. Donc, merci encore à tout le monde, à tous nos participants et un dernier merci à nos deux experts. Bonne fin de journée tout le monde.